Swear. Question là sur XXL pour vous et puis pour vous. On se voit maintenant, mon cher ami. Ouais. Puisque vous pouvez nous poser des questions sur la sueur, la sueur, sur Instagram, sur Facebook. La sueur également. la sueur. La sueur, non, juste la sueur. La sueur, Ah oui. enfin, vous pouvez nous poser des questions sur la sueur, la sueur. Ah oui, ok. Voilà, virgule, j'ai pas marqué la virgule, pardon, merci de me reprendre. Parce que c'est vrai que j'ai temps sans des... Enfin, oui. On passe, c'est une autre histoire. Donc, revenons Twitter, la sueur, j'en perds mon latin, _OFF, donc, la sueur, _OFF sur Twitter. Vous pouvez donc nous poser des questions auxquelles nous répondons avec plaisir et toujours avec sourire. C'est le plus important. Là, ça fait un certain temps qu'on nous demande sur Instagram, eh bien, les gars, parce que là, le gros problème, c'est que j'ai perdu la personne. Enfin, j'ai lu le message et ensuite j'ai oublié de le unread, donc de le remettre en non lu, pardon. C'est qu'on nous avait posé les questions. Messieurs, quels sont pour vous les plus grands combattants à ne pas avoir remporté de ceinture à l'UFC? À l'UFC seulement. Voilà. Parce qu'on sait que certains sont un peu pointilleux. Ouais. Alors, mon cher Rust, premier nom qui te vient à l'esprit, quand tu te dis un mec qui a combattu à l'UFC, qui n'a pas eu de ceinture et qui est quand même pour toi un des tops. Il y en a plusieurs, mais il y a Gustafsson qui me vient à l'esprit. Gus. Alors pourquoi Gus ? Pourquoi Gus ? Parce que avant sa dernière prestation contre John Jones, clairement... Prestation, t'es sympa. Ouais, bon, c'est une contre-performance. Hein. Ouais. Enfin, c'est pas vraiment une contre-performance parce que c'est John Jones qui est responsable de la nullité du jeu de Gustafsson. Ouais. Mais avant ça, c'est quand même un des rares à avoir eu il a eu des title shots donc contre Cormier et contre John Jones, et dans les deux cas, il est tombé à un poil de cul d'ornithorynque. Et c'est vrai que finalement, c'est assez rare d'avoir une personne qui reste au plus haut niveau et qui est capable 2 fois de montrer qu'elle est vraiment au top niveau et juste à ce qu'il faudrait de réussir à battre le champion, et qui d'ailleurs, les deux, John Jones et DC, sont maintenant considérés comme étant peut-être parmi les meilleurs de tous les temps. Il n'y a pas de peut-être. Pour John, il n'y a pas de peut-être, c'est vrai. Oh, parce qu'il y aura peut-être pour DC. Non, on va pas partir dans ce débat-là. On ne recommencera pas là-dessus. On ne recommencera pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Gustafsson a fait jeu égal pendant un combat contre Shaq, avec ces deux gars-là. Shaquille O'Neal. Oh. Non, putain, le mec... il pourrait même pas rentrer à l'UFC, de toute façon, il passerait pas les 120 kilos. Exactement. Mais donc voilà, il y a Gus qui me vient à l'esprit. Et moi tu dis Gus, et moi je dis encore mieux. Oui. Parce que j'y pensais, parce que je savais que tu allais dire Gus. Enfin, parce qu'on a un peu taffé. On a un peu taffé avant. Moi je disais au-dessus de Gus, qui quelque part n'a pas été aussi brillant dans les title shots comparé à Gus, c'est ce fameux Rumble. Parce qu'Anthony Johnson, si lui a perdu contre Cormier par 2 fois et de manière à chaque fois de manière convaincante contre Daniel Cormier, puisqu'à chaque fois c'était par soumission, après avoir touché assez durement Cormier, il a battu Gustafsson, s'il vous plaît, en Suède, s'il vous plaît, par KO, s'il vous plaît, par pain de l'espace. Et c'est pour ça que moi, Rumble, je le mets aussi dans ces mecs un petit peu maudits, dans le sens où il a terrifié la catégorie comme rarement, finalement, ou même, j'ai presque même envie de dire comme personne, parce que le KO qu'il met à Glover Teixeira lors du 2e plus gros pay-per-view de l'histoire de l'UFC, l'UFC 202, en 13 secondes, s'il vous plaît, et Glover qui était quand même toujours assez solide, le KO qui met première défaite en carrière de Jimmy Manuwa, qui est aussi impressionnant parce que les deux s'envoyaient, c'était parpaing sur parpaing. Cette victoire contre Gustafsson, Brian Bader, purée, c'est vrai que c'est juste terrifiant en fait. Voilà, et pour moi, tu vois, ce Rumble, certes, il y a eu ces 2 title shots qui font qu'en fait, tu te dis, c'est un peu ça le problème, c'est contrairement à Gustafsson, t'as pas ce côté, ça aurait été possible, ça s'est joué un poil de couille, si c'était un arbitre différent, ça aurait été différent. Le résultat n'aurait peut-être pas été le même, parce qu'à chaque fois, il a perdu, oui, c'était clair et net, mais avant ces title shots, où clair, il y a eu peut-être un problème aussi mental et de game plan, le mec faisait peur à tout le monde. Ouais. Il faisait même au-delà de peur, c'est que il rendait inconscient tout le monde. Oui, ça. Mais c'est vrai que c'est assez dingue, et maintenant qu'on le voit comme ça, c'est peut-être une des seules personnes en fait dans l'UFC là dont je me souviens en tout cas maintenant, peut-être avec, j'allais dire Darren Till, mais c'est même pas pareil en fait. Quelqu'un qui déboîte tout le monde sans aucune discussion possible. Parce que Darren Till, t'avais ce côté
chirurgicale, maîtrise et réfléchie. Enfin, Rumble, c'était certes pensé comme ça, mais la première impression que t'avais, c'est un peu à la Francis, où tu te dis, le mec est juste surpuissant. Ouais, il est presque pas humain, c'est presque injuste de le mettre contre des gens de son poids, de sa catégorie. C'est vrai, et du coup, effectivement, des champions sans couronne, peut-être que Rumble, quoique champion sans couronne, on peut pas. Vu qu'il s'est fait battre aussi clairement, on peut pas le dire. Mais en tout cas, de personnes qui sont des éternels poulies d'or, il a sa place. Il a sa place parce qu'il a éclaté tout le monde, sauf à chaque fois il s'étouffe sur le champion. Dommage. Et à qui penses-tu d'autre ? Eh bien, sans vouloir donner dans le jeu d'acteur, acteur studio, on en a parlé, tu as fait une liste juste avant à laquelle je suis absolument d'accord, et on retrouve, il me semble, Uriah Faber aussi. Ouais. Et que lui a eu ses chances. Alors lui, il les a eu. Je sais plus combien il a de title shots, c'est 4 ou 5. Il a perdu 2 fois contre Brandao, 2 fois contre Cruz. Et... Non, Renan Barao. Brandao, oui, pardon. Brandao, il n'y est pas. Oui. Oh putain, non, j'ai confondu avec le... Enfin bref, l'attaquant de l'OM, Diego. Pardon. C'est même pas Diego. Enfin bref, le mec qui était Enfin, pas une chèvre. Il était pas très très bon. Ouais. Bref, donc il y a eu les 2 contre Renan Barao, les 2 contre Cruz. Il y en a eu un 5e, non Peut-être. Il me semble qu'il y en a eu un 5e, je sais juste plus contre qui. Enfin déjà, si on a 4, c'est énorme. Il y en a déjà eu 4, c'est juste énorme. Et à chaque fois, il a perdu. Ouais. Et si, et contre José Aldo. Et contre José Aldo, effectivement. Qui est peut-être d'ailleurs sa défaite la plus violente. Voilà. Enfin, allez voir les images, faites-vous plaisir. Vous tapez Uriah Faber, leg Aldo sur Google Images. Ouais. Vous allez comprendre ce que c'est qu'un steak un gros truc violent. Exactement. C'est juste terrifiant. C'est-à-dire que le mec était obligé de marcher sur bretelles. Sur béquille. Sur béquille pendant des semaines après, parce qu'il était incapable. Sa jambe a été changée à jamais, quoi. Enfin, clairement. Donc voilà, donc effectivement il y aura Faber qui, bon, il y a le côté, c'est une personnalité qui est très agréable, il est très souriant, il vend bien. Patron d'une équipe Team Alpha Male qui est la meilleure, la meilleure finalement dans les petites catégories de poids. Peut-être avec Nova União au Brésil, mais effectivement. Donc voilà, on lui a donné toutes ses chances et à chaque fois, même s'il avait des très bons résultats contre. Un peu à la manière de tous ceux qu'on est en train de vous présenter en fait, contre le reste de la catégorie, et pareil, il était jamais à chaque fois au niveau pour battre les champions au moment où il l'était. Après son problème, c'est aussi, ça fait partie de ces mecs un peu à la Andy Murray en tennis qui tombent à chaque fois dans des périodes où Renan Barao, quand il était champion, c'était pound for pound number 1, 30 victoires consécutives, le mec on se disait où est-ce qu'il allait s'arrêter. Dominique Cruz, c'était le GOAT à l'époque de la catégorie bantamweight. José Aldo, il était en plein prime, plein sur sa série de victoires, 10 années consécutives sans perdre. Donc voilà, c'est à chaque fois, il battait tout le monde, mais il tombait sur les mecs qui étaient au top de leur forme et au moment où tout le monde les considérait comme les plus grands. Ouais, c'est vrai que c'est quand même un peu compliqué. Un peu dur. C'est un peu dur. Même Renan Barao, qui effectivement, avant qu'il ne rencontre TJ Dillashaw, était considéré comme numéro 1 pound for pound par certains. Donc c'est vrai qu'il n'a pas eu de bol. C'est vraiment... Il aurait été champion indiscuté et incontesté, il aurait Faber, sauf s'il n'y avait pas eu 3 personnes au moins, quoi. Donc c'est triste, voilà. Mais il se retrouve au moins dans un podcast La Sueur. Voilà, puis... c'est quand même extraordinaire. J'espère qu'il est ravi. Je pense qu'il est ravi. D'où il est, il nous regarde sûrement. Ah oui, de Californie, au milieu entouré de 4 babes, sûrement. Outre Uriah Faber, moi j'ai une petite pensée pour... un homme dont nous avons souvent parlé, notre cher Alistair Overeem. Oui. Qui a remporté le Dream, le Bellator, et également le K1, c'est pas du MMA, mais bon, c'est du kickboxing, le tournoi le plus prestigieux à l'époque. Strikeforce. Et Strikeforce, et Strikeforce également en plus. Voilà, donc le mec qui est arrivé à l'UFC avec une certaine hype, puisque son tout premier combat l'organisation, c'était quand même contre Monsieur Brock Lesnar, qui l'a désossé, purement et simplement au premier round. Il a eu son title shot contre Stipe Miocic. Il y a eu plusieurs fois où il était passé à un chouïa du title shot. Et malheureusement, ça l'a pas fait. Et puis à l'âge canonique de 39 piges, il va sur ses 40 ans. Ça devrait être très compliqué, même s'il a dit qu'il voulait gagner la nouvelle ceinture de l'UFC. Je t'aime bien Alistair, mais il faut arrêter.
Faut arrêter, ça suffit. Et je pense qu'il restera dans les mecs solides, mais tu vois, pour avoir une capacité d'enchaîner les combats, ne pas se prendre de KO dans l'organisation, c'est très compliqué, et d'autant plus en heavyweight. Et malheureusement, il restera comme l'un des gars qui aurait pu être champion, qui aurait même mérité au niveau des skills, des talents, des compétences, mais malheureusement. Et c'est vrai qu'à la différence, cette fois-ci, peut-être, des combattants dont on a parlé juste avant, j'ai envie de déglutir, j'arrive pas, c'est horrible. Je boirai de l'eau après. Mais c'est qu'en revanche, Alistair Overeem, lui, maintenant, il a quand même cette caractéristique, c'est qu'il continue de perdre même contre des gens qui sont pas forcément bien classés. Il a perdu contre des Travis Brown, contre des Ben Rothwell, contre Antonio Silva. Et mais j'ai envie de dire que c'était avant. Aujourd'hui, c'est un peu... Il a maigri. On ne sait pas pourquoi, peut-être qu'il a eu régime du camp. Oui, régime du camp. Et maintenant, pour moi, c'est plus une assurance, dans le sens, il a perdu contre récemment Miocic, Ngannou, Blades. C'est pas honteux. Certes, c'est pas honteux, mais il perd contre des gens qui ne sont pas champions. Alors, ok, je sais que c'était champion. Miocic était champion, mais... Ngannou, parce que toi, tu te serais pris le percute, t'aurais rigolé. J'en mange tous les matins comme des tartines, bien sûr. Non, mais bien sûr, mais ces derniers temps, c'est vrai, mais malgré tout, même si ça reste des gars ultra solides, il perd. C'est-à-dire que là, on vient quand même de dire que ce sont contre des superstars et des très très bons, mais malgré tout, sur ces 5 derniers combats, il en perd 3, tu vois. Enfin, c'est quand même énorme. Donc, mais au moment où il est arrivé, c'est vrai, quand on était encore au Overeem qui carburait à des suppléments, peut-être, je sais pas. Voilà. À ce moment-là, beaucoup de lait. Voilà, beaucoup de potage le soir, des épinards et tout ça. Et à ce moment-là, quand il est arrivé et qu'il a détruit Brock Lesnar comme il l'a détruit, on se disait que c'était sûr, c'était le prochain champion. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est qu'à la différence, par exemple, de Vitor Belfort, Vitor Belfort, quand il est tombé contre Chris Weidman après son run de TRT Victor, où il a éclaté Dan Henderson, Bisping et Luke Rockhold, eh bien, au moment où il est... Eh bien, putain, le mec parle comme une dictée de... à ce moment-là, quand il est arrivé contre Chris Weidman, il avait déjà pris l'interdiction de TRT par l'USADA. C'est ça. Alors que, et ça c'est assez marrant et assez intéressant, pas marrant pour lui, mais intéressant pour Alistair Overeem, c'est que quand il a combattu Anthony Silva, il avait encore la TRT. Même Travis Brown, je crois, non ? Oui, et même Travis Brown aussi, il me semble, effectivement. Et c'est qu'à ce moment-là, c'était encore ce qu'on appelle le Uberim, c'est-à-dire le Overeem dans sa forme finale. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a perdu par orgueil en fait contre ces gars-là. Contre Antonio Silva, c'est que il a décidé qu'il pouvait y aller tout menton à l'air parce qu'il avait une puissance qui était incomparable. Ce qui est vrai, sauf qu'il peut quand même se faire toucher. Il s'est fait toucher et donc il a perdu. Et donc il n'a pas eu ce title shot alors qu'il aurait dû. Donc voilà une histoire qui est un peu singulière pour Alistair Overeem, qui reste maintenant encore une fois, et c'est la différence. Un jour donné, il peut mettre KO le champion. Il peut soumettre le champion. Il est de qui qu'il soit. Pareil, Overeem, on est d'accord là-dessus. On en parlait souvent. Hormis son menton de verre, le mec n'a pas de faiblesse. C'est terrible. Au striking, c'est le meilleur striker poids lourd de l'UFC. Ouais. C'est juste que s'il n'avait pas ce menton, il serait champion sous aucun doute. Mais d'aucuns pourraient faire aussi l'argument, et je suis sûr que si Polydomso était là, il le ferait, que c'est aussi parce qu'il a un menton de verre qu'il a développé toutes ses compétences. Exactement. Parce que du coup, tu es obligé de réussir à bouger correctement, à avoir une super striking défense, parce que tu sais que tu es beaucoup plus touchable et que tu as un menton de glace. Donc, hormis Overeem, mon cher Rust, à qui pensez-vous ? Alors, qui t'a mis déjà sur la liste ? J'avais mis un certain, et puis tu vas nous en parler parce que oui, Rust est infâme. Rust est infâme. Infâme. Oh le lapsus. Le lapsus. Rust est infâme. Qu'est-ce qui me fait dire ça d'ailleurs ? Je sais que c'est une punchline de Seth Gecko, mais je vais pas la répéter parce qu'elle est complètement sexiste, misogyne, donc on se ferait takedown direct. Exactement, takedown, on se ferait takedown. Donc Rust est un fan de quelqu'un qui est pote avec... Non, bon allez, trêve de plaisanterie. Monsieur Dan Henderson. Waouh, Dan Henderson, oui, Dan Henderson. Pourquoi est-ce qu'on a ce petit truc juste avant ? C'est parce que déjà c'est un punchliner. On parlait de punchline, c'est Gecko, c'est un punchliner de génie. On peut commencer sa biographie en disant, pour ceux qui ont un peu l'anglophonie innée,
Why would I hold him down when I could just stare him down? Voilà. Bon, elle est compliquée, il faut la mettre en situation, mais pour ceux qui connaissent l'histoire, on la raconte pas, on la raconte. On la raconte. Ok, bah écoutez, on a le temps. Alors c'est Joe Rogan qui est un comédien américain, qui est aussi commentateur de l'UFC, donc proche des combattants, qui lors d'un de ses spectacles, lors d'un spectacle de comédie, avait amené Dan Henderson sur la scène où il faisait ses blagues et son show. Et il y avait ce qu'on appelle en anglais un heckler, c'est-à-dire un mec qui ruine en fait les moments. C'est-à-dire que c'est un mec qui va gueuler un truc au fond de la salle. Mais dans le public, hein, dans le public, oui, pardon, il était pas invité à parler et il commence à vraiment faire chier le monde. Et Joe Rogan, à un moment donné, qui est irrité, lui dit, en français ça donnerait, on va le dire en anglais parce qu'en français ça ferait bizarre. If you don't stop, I'm gonna have Dan Henderson here, that's gonna hold you down while he fucks your girlfriend. En gros, ça voudrait dire en français, au moins je l'ai dit en anglais comme ça, voilà, en français ce serait, si tu la fermes pas maintenant, là il y a Dan Henderson qui va te maintenir au sol pendant qu'il se goinfre ta copine en fait. Voilà. Et là Dan Henderson répond, mais aussi sec, pourquoi est-ce que je le maintiendrais au sol, en grosso modo avec mes mains, alors que je peux juste le maintenir au sol avec mon regard. Voilà. Ça la fait moins en français, ça fait moins la blague, mais drop the mic, voilà. Donc ça c'est pour vous donner simplement le type de personnage. C'est un mec, il nous renvoie un peu comme Brock Lesnar à des temps anciens. C'est un mec qui ne réfléchit pas comme nous. Il est qui est fait en chêne. Ouais, c'est du chêne. Hein. C'est de l'ébène. On sait pas trop quoi. C'est du bois parce que c'est un lutteur d'exception avant même d'arriver au MMA. C'est un des premiers qui a vraiment, avec Coleman et tout ça à l'époque, amené son énorme background en lutte freestyle au MMA. Et qui a tout traversé. Parce que c'est ça aussi la force de Dan Henderson, c'est que le mec a pris sa retraite finalement en 2016, après avoir notamment remporté le titre au Pride. Enfin, le mec a tout fait, a tout connu dans sa carrière. Strike Force. Combattu les plus grands, battu Fedor Emelianenko, s'il vous plaît. Bah oui. Donc bref, cet Endo a, malgré tout son talent, n'a pas réussi à obtenir la ceinture UFC, parce qu'en fait, en gros, il a battu Wanderlei Silva au Strikeforce, donc récupérant la ceinture middleweight. Au Pride, pardon. Récupérant la ceinture middleweight. Ceinture middleweight qui, donc, comme c'est le Pride, est équivalente à la ceinture light heavyweight de l'UFC. Et donc, il y a eu ensuite, pour unifier les ceintures, quand il y a eu la fusion, enfin l'acquisition de l'UFC, du Pride par l'UFC, a eu deux chances, donc en light heavyweight et en middleweight. Donc, il est tombé en middleweight contre Anderson Silva et en light heavyweight contre Rampage. Non. Contre Rampage. Contre Rampage. Parce que je crois pas qu'il ait combattu Rashad Evans, donc je crois que c'était Rampage. Et bah Rampage. Parce que c'est sûr qu'il a combattu Rampage, je sais juste pas si c'était pour la ceinture. C'est exactement, je suis pareil. Je crois que c'était pour la ceinture. Moi aussi. Et par contre, j'ai surtout en tête le combat contre Anderson Silva. Il a perdu à chaque fois. Et puis il y a eu aussi ce combat pour le titre, qui pour moi est un scandale, qui était son dernier combat à l'UFC. Son dernier combat, je crois. Non, son dernier combat contre Bisping. Son dernier combat contre Michael Bisping, UFC 204 à Manchester. Ça devait être un cadeau pour Michael Bisping. Bisping, qui avait été détruit par Dan Henderson lors de l'UFC 100, qui est le plus gros KO de l'histoire de l'UFC. Oui, le plus emblématique. Exactement. Et Michael Bisping qui défendait sa ceinture middleweight pour la première fois. Il s'est pris 2 knockdowns et il a quand même réussi à s'en sortir parce qu'il avait été plus actif les autres rounds. Mais il n'y a pas photo, vous voyez la gueule de Bisping après le combat. Le mec ne peut plus voir. Ouais, bon, ça se discute toujours. Oui, on pourrait dire qu'effectivement, au round par round, il a effectivement battu Dan Henderson. Oui. Mais d'aucuns, comme notre cher Guillaume, c'est vrai, pourraient penser qu'en termes de dommages, si c'est comme le Pride l'avait noté, eh ben, il n'y avait pas photo. En termes de dommages, il y en a un qui, si ça continue, il finit dans le coma et l'autre un peu moins. Quoi. C'est ça. Donc voilà. Dan Henderson, qui est toujours tombé à ça, alors contre Bisping à ça, à 47 ans. À 47 ans, ça c'est monstrueux. Ça 47 c'est monstrueux. ans. Ouais, rendez-vous compte, essayez de trouver quelqu'un dans votre entourage qui a 47 ans, et dites-vous, il pourrait combattre, genre en ce moment, Yoel Romero. Oui, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais donc voilà, après contre Anderson Silva, ça a été beaucoup plus compliqué. Oui, tout à fait. Mais parce qu'il est tombé contre Anderson Silva qui était vraiment affûté, mais comme un katana à l'époque. C'était dans son prime. Il a failli affronter John Jones en light heavyweight à un moment donné. Oui, qui avait été le premier événement de l'UFC annulé, je crois. Ouais, je crois, ouais. UFC 151. Voilà. Donc, et puis il y a eu ce viol subi. Enfin, viol, pardon. On va rester correct. Ouais. Il s'est branlé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, contre Daniel Cormier.
Mais en fait, c'est même plus une branlée parce que la manière dont s'est fait le combat, c'était pas violent en termes d'impact, en termes de. C'était une leçon. Il a pas fini la tête en sang et décapité. C'était juste, voilà, c'est un professeur qui donne sa leçon de lutte, de sambo à son élève de 12 piges qui arrive et avant, il faisait du skate, tu vois. Mignon. Ah ouais. Fais-le mignon. Donc voilà, donc ce pauvre Dan Henderson qui n'aura jamais eu de ceinture, mais qui nous aura quand même régalé. Sacrément kiffé. Avec quoi, monsieur? Avec quelque chose qui mériterait d'ailleurs un panthéon. Rusty Business. Je l'ai fait ou je l'ai pas fait? Je sais plus. Parce que je sais que j'en ai fait un sur. Je l'avais appelé un truc avec Yakari contre la bête du Gévaudan. Oui. Je m'étais chauffé. C'était la drogue. La drogue, ouais. Donc c'est les fameuses H-Bomb. Ouais. H-Bomb. Qu'est-ce que la H-Bomb? Qui est au panthéon finalement du MMA mondial. Oui. Il est devenu légendaire. Alors la H-Bomb pour Henderson ou Endo. Voilà, à la base, parce que c'est bombe à hydrogène, donc d'où le jeu de mots. Et donc H-Bomb, Henderson Bomb, parce que c'est donc cette droite qui a fait le succès dans nombreux combats, même parfois quand il les perdait de Dan Henderson, c'est qu'il a une main. On a des gros frappeurs, on a des Dos Santos, des Ngannou, des Woodley, et tout ce que vous voulez. Mais voilà, ils ont une chaîne cinétique qui fait que ce sont des mecs explosifs, ils ont... Bon voilà, tu comprends instinctivement en voyant le geste pourquoi est-ce que les mecs tombent comme des mouches. Dan Henderson, il y a son combat contre Bisping où clairement il prend un élan depuis l'Antarctique, mais il y a aussi des combats où tu as l'impression qu'il a ça d'élan, il fait poum, et la personne tombe morte. On peut citer les Shogun 2, Henderson Shogun 2, on peut citer... bon, j'en ai plus en exemple là. Mais il y a pas mal de combats où en gros c'est Dan Henderson qui, lorsqu'il touche avec sa main qui a l'air d'être vraiment, quand on vous dit qu'elle est faite en bois, c'est comme si on prenait un bout de bois et qu'une machine l'avançait sans pouvoir s'arrêter en fait. C'est inhumain. Et donc Dan Henderson est devenu célèbre pour même à 47 ans, effectivement, continuer à garder ce pouvoir de chaos qui est juste incompréhensible. Voilà. H-Bomb. Voilà, H-Bomb. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui aurait mérité sa ceinture? Enfin, alors c'est un peu le débat, c'est peut-être pour moi l'homme le plus prestigieux de ce top 10. C'est notre très cher, que nous portons dans notre cœur, Mirko Cro Cop. Qui aurait mérité, mais on est d'accord, je pense qu'on va s'accorder là-dessus, il n'était pas au top quand il était à l'UFC. Mais au niveau nom, c'est vrai que quand tu te dis Mirko Cro Cop a été à l'UFC, ça fait un peu tâche de se dire il a perdu contre Brendan Schaub avec un énorme KO, et tout était fait finalement quand tu regardes les adversaires qu'il a eu pour qu'il ait ce title shot. Ça n'est jamais arrivé, et en plus ça n'est jamais arrivé avec raison parce qu'il y a eu beaucoup trop de défaites par cas. Il est arrivé à l'UFC traité comme un roi, et d'ailleurs il le dit lui-même, il l'a dit à la fin de sa carrière à l'UFC, ils m'ont toujours traité comme un roi, et c'est aussi probablement parce que donc Mirko Cro Cop c'est une personnalité à part entière, il n'y a qu'à regarder les conférences de presse pour voir que c'est un blagueur, c'est un vrai badass, c'est un striker comme d'exception, comme on en a rarement en MMA. Et puis il a les accomplissements. Il a tous les accomplissements, champion du Pride, il a été champion du K1 après. Grand Prix. Grand Prix, certes. Mais donc voilà, il est arrivé à l'UFC et l'UFC lui a déroulé le tapis rouge. Il a commencé contre Eddie Sanchez, je crois, et après donc il est tombé. Donc voilà, Eddie Sanchez, typiquement, c'est un peu ce qu'on appelle un journeyman, un gars qui est là pour en faire un peu office de faire valoir. Ça a marché pour le premier combat où Cro Cop a gagné sans trop se fouler, mais le problème c'est qu'à ce moment-là, Cro Cop donc revenait du Pride et a arrêté de s'entraîner aussi intensément et avec autant de sérieux qu'il ne le faisait au Pride, où la concurrence, c'était un fait établi. On trouvait les meilleurs combattants au Pride à ce moment-là, les Nogueira, les Coleman, les Josh Barnett, Fedor. Donc voilà, il est arrivé à l'UFC en se disant un peu... Silva aussi, quand il avait fait... Enfin, Wanderlei. Oui, complètement, Wanderlei Silva, qui est monté en heavyweight pour combattre Cro Cop. Et ben voilà, à ce moment-là, il est arrivé à l'UFC en se disant ça va être du gâteau, voilà, ça va être une balade quoi. Ouais. Et ça l'a pas été tant que ça puisqu'il a déjà commencé Gonzaga qui lui a donné, comme on dit un peu en anglais, un goût de ses propres médicaments, ça le fait moins, mais voilà, qui lui a mis un high kick c'était le droit, mais vraiment de l'espace. La manière dont tombe Cro Cop, c'est un des trucs qui me terrifie le plus encore aujourd'hui. C'est un pantin désarticulé. Et après ça a été... Il a jamais repris ce sérieux avec lequel il s'entraînait dans le début de sa carrière. Et donc ça a toujours été un peu plus poussif. En fait, il a perdu contre Dos Santos, Cheikh Kongo, Cocorico, Brendan Schaub.
Frank Mir, et il a commencé à aligner les combats, mais les contre-performances, et il n'est jamais revenu au niveau. Exactement, ça n'a plus de sens. Il combat toujours. Il combat toujours avec succès. Là, il va combattre au Bellator contre Roy Nelson. Voilà. Mais bon, c'est plus le Fedor de. Le Crocop, c'est plus le même. C'est plus le même. Oui. Et c'est plus le même, même si il faut quand même lui rendre. Là, il est sur une très très grosse série. Ouais, ça fait depuis facile 8 ans. Mais bon, surtout sur Crocop, il y a surtout quelque chose qui dépasse toutes les ceintures. C'est une phrase, une punchline. Qu'est-ce qu'on dit sur Crocop? Crocop, normalement, ça devrait rimer avec. C'est effectivement cette fameuse punchline qui est right leg hospital, left leg cemetery. Voilà. Donc jambe droite hôpital, jambe gauche cimetière. Et ça voilà. Franchement, c'est vrai que là, tu vois, tu me le redis, ça me redonne des frissons. Ce genre de punchline. De me dire le mec est champion de machin. Non. Tu dis juste les gens, la façon dont les gens le connaissent, c'est cette phrase. C'est tellement stylé. Parce que voilà, il faut quand même le dire, c'est pour ceux qui découvriraient. Il était gaucher, Crocop, et son mouvement caractéristique, ce pourquoi il a été connu, et il a terrorisé les différents rosters des organisations. Il terrorise toujours. Il terrorise toujours, absolument. C'est son côté gauche en général, mais surtout sa jambe gauche. Son high kick du gauche, donc coup de pied à la tête avec la jambe gauche, c'était une arme de destruction massive. C'est une arme de destruction massive. C'est juste qu'il avait plus de vivacité quand il était jeune, donc c'était un peu différent. Mais il garde ce pouvoir de KO absolument. Mais le nombre de personnes qui sont passées au fil de l'épée, enfin au fil de la batte de baseball, c'est juste terrifiant. Il y a eu des Josh Barnett, des Wanderlei Silva, des... Comment il s'appelait le mec mexicain là? Los Del Rios, Alberto Del Rio, le catcheur qui a décidé d'essayer le MMA, mais dommage, il prend Crocop en arrivant. Crocop a pris Mark Hunt, ou Igor Vovchanchyn, Wanderlei Silva, Alexander Emelianenko. Il a, je crois, le plus de finish de l'ère UFC, de l'ère Zuffa en fait. C'est ça, c'est WEC, WEC, l'UFC et le Pride. C'est lui qui a le plus de finish par high kick de la jambe gauche. Il est légendaire, il est juste légendaire. Donc Crocop, c'est vrai, on était obligé de le citer. Merci Crocop, merci pour tout. Ouais, c'est vraiment le champion sans couronne à l'UFC. Exactement. Ensuite, moi, j'ai mon chouchou, je ne suis absolument pas objectif. C'est Yoel Romero. Ah ouais. Et pour moi, il aurait mérité. Pourquoi ? Déjà, il y a cette première ceinture qu'il aurait dû avoir s'il avait fait le poids contre Luke Rockhold. Oui. Où il a absolument torché Luke Rockhold, donc à savoir d'abord, et donc il l'a broyé avec sa défense en striking en mode je me transforme en Tortank, tu ne peux pas me toucher. Ouais. Et puis ensuite le fameux combo droite uppercut quand tu es toujours inconscient et où je soulève en fait ta petite mèche qui est sur ton crâne et en fait j'essaye de te relever avec mon bras. Donc ça c'était magnifique. Et puis ensuite avec le petit fameux moment MeToo qui nous a régalé. Le premier combat contre Whittaker qui pour moi est une vraie victoire de Whittaker. Ouais. Et le deuxième qui est un peu façon Endo versus Bisping dans le sens où les dommages ont été clairement pour Romero qui a troisième round knockdown de Whittaker qui se relève mais ça va. 5e round c'est un espèce de truc. Enfin, il lui envoie vraiment là pour le coup parpaing de l'espace. Whittaker qui est là en mode il perd l'usage de ses jambes à moitié mais il s'en sort. Whittaker qui s'impose. Donc voilà, Romero qui aujourd'hui a 42 ans ou 41 ans. Ça s'annonce compliqué pour lui parce qu'après ces 2 combats pour le titre perdu, la route on sait toujours que c'est un peu plus long. Mais qui, pour moi, voilà, c'est mon champion de cœur. Et même si il n'a pas eu de ceinture, c'est monsieur 3e round. Et il nous a régalé. Et j'espère qu'il continuera de nous régaler. En plus, c'est peut-être le combattant qui, tu vois, on est en train de faire du coup là une série sur ceux qui étaient au plus haut niveau sans jamais avoir eu de ceinture. C'est peut-être celui pour lequel c'est le plus indiqué. Ouais. Parce qu'il en a gagné une, en fait, grosso modo, contre Luke Rockhold, et qu'il est arrivé à chaque fois vraiment, mais à ça, dans le sens où ça aurait presque pu, pour le second combat, être déclaré une égalité, par exemple. C'est peut-être celui qui est le plus méritant de ce titre qu'on est en train de créer, en fait. Ouais. de podcaster, en tout cas. Après, il n'a pas fait le poids, voilà. Il n'a pas fait le poids, mais il a battu le champion à ce moment-là. C'est ça. Donc, non, il n'a pas battu le champion, c'était pour la ceinture intérimaire, je crois. C'est ça. Mais effectivement, Yoel Romero, c'est... Quand tu combats Yoel Romero, tu sais que tu n'en sortiras pas indemne, on le répète souvent, mais c'est, en date,
le dernier combat donc qu'ont fait Whittaker et Romero, les deux ne s'en sont pas encore remis. Clairement. C'est juste hallucinant. Ouais. Romero, c'est ce type de gars. C'est le type de gars qui se ramène à 40 piges contre un mec qui en a 26 en la personne de Whittaker et qui va tellement mettre la pression et amener des trucs absolument inhumains en termes d'athlétisme. En termes de stratégie de combat, en termes d'imprévisibilité, et puis de régalade. Enfin, parce que c'est le gars. Non, mais en dehors de ça, en dehors des techniques, ouais. Non, comme vrai. Le Whittaker 1 qui n'était pas très spectaculaire, mais qui techniquement était hyper intéressant. Non, c'était super. Les Romero Tim Kennedy. Romero Derek Brunson. Romero Lyoto Machida. Oh là là. Romero Weinman. Oh. C'est autant de combats, autant d'explosions au 3e round, si je ne m'abuse. Oh, pas tous, mais ouais, non, effectivement. Pas tous, il en manque. Oh, bon, bref, autant de finishes qui nous ont régalé, qui nous ont impressionnés. Donc, Monsieur Romero, moi, c'est pour ça que je l'apprécie. C'est vraiment le gars. Et même dans les défaites contre Whittaker, les deux, à chaque fois, t'en as pour tes 30 minutes ou ta soirée où tu te dis, je vais pas dormir parce que tu sais qu'il va se passer quelque chose. Ouais, c'est ça, en fait, il est vachement excitant à regarder. C'est un peu comme un Tyson, c'est un peu comme un... du coup, on parlait juste avant de... comment s'appelle-t-il un one-punch knockout en light heavyweight, Anthony Johnson. Ouais. C'est un peu comme Anthony Johnson. On sait toujours, quand on regarde un combat de Romero, qu'il va se passer quelque chose. Parce que le style est fait pour, en fait. C'est un style qui, en explosion... En plus, maintenant, ce qui est cool, c'est que à 40 ans, mais parce qu'il est jeune en termes de MMA... il commence à gérer vraiment, même sur 5 rounds. Donc, il reste maintenant... ultra dangereux du 1er au 5e round. Il a un style qui est original et imprévisible, mais qui part de techniques qui sont absolument hallucinantes. En termes de transition, en fait, je sais plus qui disait récemment, c'est Polydomso qui me rappelait un peu cette phrase, c'est peut-être celui qui a le MMA le plus dans le sang. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui comprend intuitivement toutes les situations, toutes les transitions dans lesquelles il est, et qui comprend le jeu de manière générale. C'est absolument quelqu'un qui est unique dans le MMA, complètement unique. En plus, il se trouve qu'il est athlétiquement tanké, comme un Panzer. Donc vraiment, voilà. Profitons, si jamais on a la chance d'en revoir des combats de Romero qui arrivent. Il n'y en aura peut-être pas énormément, même s'il a re-signé pour cette combat. Ouais. Un peu trop, d'ailleurs. Un peu trop, mais voilà, en gros, c'est pour dire, je vais finir ma carrière à l'UFC. Voilà, exactement. Mais voilà, vraiment, régalé, il a l'âme d'un champion, c'est juste que le destin a voulu qu'il n'ait pas la ceinture. Et voilà, régalez-vous. Régalez-vous et régale-nous. Régale-nous. Et l'autre, là, c'est un peu bon. Il n'a pas eu la ceinture. On peut dire qu'il aurait mérité. Pour moi, en fait, il ne mérite pas énormément, mais je me devais. On se devait de le mettre, oui, parce qu'on était entièrement d'accord là-dessus. Mais c'est plus dans le sens où on va être d'accord aussi sur le fait qu'il ne mérite pas sa ceinture parce qu'il a eu ses chances. À chaque fois, c'était not even close, comme ils disent aux États-Unis. C'est Cowboy. Ah ouais. Donald Cowboy Cerrone qui détient le record quand même de victoires à l'UFC et je crois de finish aussi, peut-être. Ah, c'est possible. Si je ne m'abuse. Et qui n'a jamais remporté de titre malgré ses multiples tentatives en lightweight. À chaque fois, il tombait contre Benson Henderson, non ? Je ne sais pas. C'est sûr qu'il y a eu Rafael Dos Anjos où il est tombé sévèrement. Ouais. Je crois que c'est peut-être juste... Parce que Benson Henderson, il n'y avait pas le titre, je crois. Juste RDA 2 fois, je crois, non ? Ou une fois. Ou juste une fois. Ou alors peut-être que Benson Henderson c'était au WEC. On aurait peut-être dû faire les recherches, je sais pas. Mais oui, on est des branleurs. On pensait qu'on l'avait. On pensait qu'on l'avait. Mais ce qui est on va regarder parce qu'on a un souci d'exact. Continue. Parle-nous de Cowboy. Cowboy, voilà. De toute façon, avant même qu'on retrouve le résultat, c'est vrai qu'il le disait lui-même récemment dans une conférence de presse. Avant de perdre contre Dos Anjos, c'est lui-même et pas le champion en fait qui limait la catégorie en fait, qui affrontait les meilleurs et les battait. Donc il a fait un petit run là, il a failli obtenir un title shot d'ailleurs en welterweight. Il a été stoppé en pleine route, en pleine rue, par Masvidal. C'était bizarre de dire ça. Et après il a reperdu encore différents combats. Mais voilà, c'est quelqu'un qui à chaque fois a le niveau suffisant pour aller jusqu'au c'est contre Benson Henderson, il a perdu 2 fois pour la ceinture du WEC. Voilà, et contre RDA, il a perdu 1 fois, donc son seul title shot à l'UFC. Ouais. Et c'était donc en lightweight. Voilà. Effectivement. Mais donc voilà, il a eu quand même 3 opportunités d'aller chercher la ceinture. Il est passé à côté à chaque fois. Mais il est tellement tout le temps au niveau que c'est rare qu'il perde contre quelqu'un qui n'est soit pas un champion,
soit qui est un champion, soit qui va devenir champion dans le sens... Quoi qu'on pense de Darren Till, et on peut lui cracher dessus en disant qu'il s'est fait complètement tringler, qu'il s'est fait tringler par Woodley, n'empêche que c'est quand même, il est encore jeune, il va revenir, et il a un potentiel de futur champion. Non, donc, et puis mine de rien, le combat contre Cowboy, pour moi, c'était logique, dans le sens où Cowboy, aujourd'hui, c'est un peu le gatekeeper, donc en soi, le gardien de la porte, enfin, le gardien de la porte, mais de l'UFC, dans le sens ultime, dans le sens où c'est vraiment le gars, n'importe quelle personne qui bat Cowboy Cerrone de manière convaincante, donc je mets Ion Edwards en dehors de ça. Voilà. Parce que pour moi, c'était pas absolument. convaincant, je peux pas me répéter, mais dans le sens où toute personne qui bat Cowboy Cerrone de manière convaincante, ça veut dire qu'il a ce calibre champion ou calibre top contender. Voilà. Et Darren Till, qui l'a battu, l'UFC, et tout le monde, même nous, on s'est dit, ok, c'est bien. Et ça a confirmé, puisque Darren Till s'est ensuite imposé contre Wonderboy. Donc voilà. Et c'est pour ça que Cowboy Cerrone, malgré les années, reste quand même une assurance pour l'UFC. Absolument. Absolument. Il commence, comme tous les combattants, il commence à âger un peu. Mais voilà, ça reste une valeur sûre et ça reste quelqu'un qui... Alors, ce qui me fait un peu peur, c'est que maintenant, on commence à le mettre contre des stars de plus en plus jeunes dans leur carrière de MMA. Est-ce que tu t'aurais préféré, toi, c'est la question que je me pose, mais après, c'est ce que Polydormso, le sage, on aurait dit, c'est... Pour moi, c'est le problème de Cowboy, c'est qu'il prend un peu les combats à chaque fois, en short notice, il combat beaucoup, mais pour Polydormso, c'est si Cowboy ne faisait pas ça, ce ne serait pas Cowboy. Exactement. Et donc, il n'y aurait pas toute cette mystique autour de lui, de anyway, anytime, c'est quand vous voulez. Moi, tu vois, j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus raisonné là-dessus et qu'il ait vraiment une stratégie un peu plus long terme, dans le sens je me construis, j'affronte ce mec-là, et j'ai le title shot. Ça aurait été bien, mais c'est vrai que, encore une fois, on va s'accorder avec quelqu'un qui n'est pas parmi nous, hein, mais parti trop tôt. mais je suis d'accord, ce serait contraire en fait à sa personnalité. C'est quelqu'un qui est extrêmement, il est volatile. Donald Cerrone, il fait tout ce qui lui passe par la tête. Il est extrêmement, il veut toucher à tout. Il a son ranch qu'il a créé lui-même, dans lequel il alterne un peu genre retaper des vieilles bâtisses avec s'entraîner à la lutte dans son propre garage avec des mecs. Il a une vie qui de toute façon est tellement un peu disparate et patchwork que sa carrière ne peut pas être différente de sa vie. C'est vraiment... ce serait trop bizarre. C'est comme John Jones, qui est un vrai cramé en dehors de la cage. Et c'est pour ça que dedans, il peut aussi... Ça résonne. La vie privée et la vie en dehors dans la cage résonnent vraiment. Et c'est le cas avec Cowboy. Donc, ça aurait été bien, mais c'est juste impossible. C'est pas lui. Trop triste. Trop triste pour ce Cowboy, parce que par exemple, moi, j'avais en tête notamment ce combat contre Masvidal, parce qu'il était sur une superbe série. Et on se disait, pourquoi pas la nouvelle superstar, enfin la nouvelle star, le nouveau contender en welterweight. Il avait été commotionné, il s'était pris une commotion contre Matt Brown en décembre à Toronto, l'UFC 206, et il était revenu ensuite à l'UFC Denver moins d'un mois après pour affronter Masvidal. Et il s'était fait mettre 2 fois KO dans le combat. Ouais, c'était vraiment dur. C'est vrai que c'est dommage. Et ça fait partie de ces combats où je me dis, du coup, s'il avait attendu, il aurait eu ensuite un combat contre Robbie Lawler qui aurait peut-être pu mieux préparer, arriver avec plus de certitude, et s'il battait Robbie Lawler, il avait vraisemblablement le title shot. Et c'est ce côté vraiment tête brûlée, parce que Masvidal, c'est typiquement le gars casse-couille. C'est typiquement le gars qui a vraiment des compétences suffisantes, en particulier debout, mais qui n'est pas vraiment connu, donc les gens ne misent pas un copec sur lui. Mais quand tu combats Masvidal, tu t'es sûr que ça va être chiant, tu vas avoir des problèmes. Donc c'est dommage, c'est vrai que c'est dommage. Quand tu sais ça, en plus, c'est dommage. Une tristesse. Mais maintenant, qui nous reste avons-nous tout couvert mon cher Rust, pense... cher Rust, nous reprenons en fait nos illustres notes. Eh bien, je crois... Oh, nous avons oublié quelqu'un. Nous avons même oublié 2 personnes. Who them? Eh ben, on a oublié un certain Nick Diaz, qui a eu droit lui aussi à son title shot contre l'ami Georges Saint-Pierre, donc Nick Diaz qui a remporté notamment le Strikeforce, qui était sur une impressionnante série de victoires. Absolument. Et qui a reçu un stop, comme beaucoup de welterweight, face à Georges Saint-Pierre. Comme tous les welterweight. Tous les welterweight, voilà exactement. Après un combat quand même assez intéressant, il a perdu par décision unanime contre Georges Saint-Pierre. Combat très 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 attendu. Voilà, c'est un des combats qui a eu le plus de succès. Il était le plus attendu parce que Nick Diaz, qu'on l'aime ou qu'on le déteste,
tout le monde s'intéresse et connaît Ouais, Nate Diaz c'est ça. quand tu t'intéresses au MMA. Les frères Diaz, de toute façon, ce sont des superstars par leur personnalité encore et par leurs résultats. C'est-à-dire que certes, les fans hardcore nous diraient probablement bon, maintenant les frères Diaz, c'est dépassé. On sait comment les battre. Il y a vraiment il y a un fil rouge à suivre. Soit tu t'occupes des jambes et un peu comme Dos Anjos contre Nate Diaz, tu défonces les jambes, tu restes un peu à distance, tu te fais pas avoir par son anglaise, etc. Tu te disciplines. Contre Nick Diaz, tu peux faire aussi la stratégie Carlos Condit, où tu fais du point fighting et tu gagnes au point PUNTS, même si tu t'accordais pas les faveurs du public. Donc il y a des manières de battre les frères Diaz, mais pour autant, ce sont de tout le temps des dangers pour tout le monde. Et au-delà du fait qu'ils sont extrêmement populaires par leur charisme et leur personnalité et leurs accomplissements sportifs, voilà, faut pas oublier que c'est vrai que Nick Diaz, il a quand même été battre Takanori Gomi par une Gogo Plata au Pride. La fameuse. Et il a été champion du Strike Force et il a fait des combats mais de dingue contre les Aromskis, les Paul Daly. Le round le plus fou de l'histoire contre Paul Daly. Regardez-le sur internet, c'est extraordinaire. Ça a duré qu'un round. Mais quel round. Il se passe tout dans ce round. Ouais. Contre Frank Shamrock, même s'il était vieillissant à l'époque. Donc voilà, Nick Diaz, c'est quand même quelqu'un. Il a été battre BJ Penn quand il est arrivé en anglaise pure. Oui, c'est quand même, souvenons-nous. Il l'a vraiment battu. Ouais, vraiment battu. Donc voilà, Nick Diaz, c'est vraiment typiquement le gars qui maintenant, de toute façon, il est un peu en dehors du game. C'est-à-dire que lui, il n'est pas du tout dépendant de ses combats à l'UFC. Il n'a pas à faire la manche ni quoi que ce soit. Il a de la weed qui vend et il a extrêmement beaucoup de partenaires en dehors de l'UFC. Donc maintenant, il est complètement sorti. Il ne reviendra que si c'est un gros chèque et un gros nom. Mais en attendant, c'est vraiment un gros problème. Même en ce moment contre Woodley, ça serait un problème. Il perdrait probablement, mais c'est vraiment quelqu'un où on se dit il y a un doute. Même en middleweight, il a été prouvé qu'il pouvait poser des problèmes à des gars comme Anderson Silva. Donc voilà, c'est un champion dans d'autres catégories. Il n'a pas été champion à l'UFC, même s'il a eu un title shot, mais c'est quelqu'un qui est capable de poser des problèmes contre n'importe qui, champion ou non, à l'UFC et dans plusieurs catégories en plus. Affaire à veut suivre. Et il manquait quelqu'un. J'ai envie de le mettre presque par sympathie. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ses résultats sont quand même pas à la hauteur. C'est Demian Maia, qui a eu 2 tentatives, une en middleweight contre Anderson Silva, une en welterweight contre Tyron Woodley. À chaque fois il a perdu après des combats loin d'être palpitants. Oui. Mais à chaque fois, il aura mérité son title shot. Ouais. Et maintenant c'est Demian Maia qui s'approche, ou qui est peut-être même à 40 piges. Enfin bref, aujourd'hui, il est clairement loin du Demian Maia du prime, dans son prime, pardon. Ouais. Expert en jiu-jitsu, peut-être le plus gros anaconda de l'histoire de l'organisation. Pardon. Ouais. Non, mais dans le sens bien sûr. ce qu'il a fait à Carlos. Non, c'est clair. De toute façon, c'est un des meilleurs qui ait jamais fait la transition de jiu-jitsu en MMA. Il y en a quelques-uns. Il y a les Fabricio Verdum, les Raf... comment il s'appelle Jacare, Ronaldo Jacare Souza, il y a Cron Gracie qui arrive, etc. Mais il est vraiment dans ce panthéon. Il y a un top 10 là de vraiment des meilleurs de tous les temps qui ont fait la transition. Il en fait partie. Il en a pris son plein avantage parce que quand il termine au sol, c'est terminé. Mais encore faut-il qu'il t'amène au sol. Donc c'est ce qui s'est passé dans son title shot contre Anderson Silva. Il n'avait pas réussi à mettre Anderson Silva au sol. Et à partir de ce moment-là, en fait, t'as vraiment l'impression d'avoir un animal sans défense. Contre Tyron Woodley, c'était un peu pareil, parce que debout, en fait, il ne pose quasiment aucune menace. Sauf que il ne pose peut-être aucune menace debout, mais s'il réussit à te choper, c'est une question de seconde. Donc c'est vrai qu'il est devenu célèbre comme ça, en middleweight d'abord, et ensuite, il a un peu régénéré sa carrière en welterweight. Parce qu'il avait une série de 7 ou 8 victoires au moment de son title shot. C'était énorme. Il n'y avait plus que Woodley. Voilà, il restait plus que le champion. Donc effectivement, il fallait passer le big up à Demian Maia. À l'ami Maia. Après, le problème, c'est que Demian Maia, sa carrière a été impressionnante, il y a eu des grosses séries de victoires, mais à chaque fois, façon Rumble, le côté impressionnant en moins, les combats, les title shots n'ont pas été serrés. Ou sans être serré, il n'y a pas eu l'impression que le champion était mis en danger. C'est vrai, parce que c'est le seul truc, c'est que on sait ce qu'apporte Maia sur la table, on sait comment il faudrait le contrer. Donc,
mais comment dire, sa gamme, sa palette de compétences et de caractéristiques est tellement extrême et affûtée que toi, t'es vraiment obligé, si tu veux résister à ce truc, à ce gars-là, d'être extrêmement affûté sur la défense de takedown en particulier. Et si tu l'es, ça se passe bien et même très bien. Du coup, on l'a vu avec Anderson Silva et avec Woodley. Mais ce sont des combattants d'exception qui sont capables d'arrêter ce gars-là. Quand t'es pas un combattant d'exception, eh ben voilà. Ça se passe très mal pour toi. Voilà, j'espère. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode un peu spécial puisqu'on répondait à une question qu'on nous posait assez souvent sur les combattants, les meilleurs finalement à ne pas avoir sans ceinture, les rois sans couronne. Voilà. Et si vous pensez à d'autres mecs qu'on aurait éventuellement oubliés, n'hésitez pas. Seulement UFC, très important, parce que sinon c'est vrai qu'il y avait un certain nombre d'autres noms, on ne voulait pas non plus faire un truc de 2h30, voilà. On a fait un top 10, je crois, des gars, ce qui est quand même pas mal. Peut-être que oui, il y a peut-être des Nate Diaz, des mecs comme ça qu'on pourra mettre. On vous laisse juger. Cher Rust, it was a pleasure cet avant-bras, et oui. Ouais, on essaie de... Oh là là. Ouais. Soit.